Salut à tous, c'est Pierre, bienvenue sur Envergure. Aujourd'hui, direction les Hauts-de-France, les Champs-Élysées, la Basilique, Saint-Quentin. Saint-Quentin qui s'affirme un petit peu chaque année comme une équipe où les prospects se développent, ou en tout cas ont des temps de jeu. En tout cas, c'était le cas quand c'était sous l'ère Julien Mahé. Pour ce faire, je suis avec Manu et Luca pour parler de Nolan Traoré. Messieurs, comment allez-vous? Bah écoute, ça va. Très bien, très bien. Eh ben, attaquons de suite. Nolan Traoré, Manu, je te laisse la présentation. Francilien, donc il débute le basket. Dans l'élite, on va dire, le basket c'est Charenton, donc il reste plusieurs années là-bas. Après, il entre au Pôle France. 3 ans, il doit faire 3 ans lui. Avant il finit pas son cursus en fait au Pôle France, parce que de fin d'année dernière, il décide d'aller en Pro A et de rejoindre Saint-Quentin. Donc là-bas, il joue la fin de saison, les trois derniers mois de la saison 2023-2024, avant de faire le U18 avec l'équipe de France en Finlande. Là, il entame sa deuxième saison, on va dire professionnelle, toujours à Saint-Quentin, sous les ordres tu l'as dit, de Julien Mahé, que là-bas, il a pu continuer à grandir et avant de, cette année, faire le grand saut et possiblement être drafté au premier tour. Exactement. Nolan Traoré sur sa saison au global, hein. Quand je dis au global, c'est-à-dire que ça englobe aussi bien sa saison en Betclic Elite que en BCL, d'ailleurs compétition où il a été élu meilleur jeune. C'est 12,3 points, 4,7 passes, 2 rebonds, 0,7 interceptions, 2,5 turnover, 41% au tir au global, 31% à 3 points et 71% au lancer franc. Dans les stats avancées, on a un 42% de pourcentage d'assists et avec un taux d'usage à 30%, donc ce qui est très conséquent pour Nolan Traoré. Luca, je te laisse parler du contexte SQBB. Je vais te renvoyer la balle en tant que fervent fan du SQBB. Je t'avoue que. Euh, ouais, alors si tu veux, alors déjà peut-être préciser qu'il est arrivé, comme tu l'as dit Manu, il est arrivé en remplacement de Tiger Campbell qu'on connaissait bien, qui avait fait toute sa carrière du côté de UCLA et qui s'était pété au niveau du genou, je crois, et qui maintenant évolue du côté de l'Allemagne. Un peu à la surprise générale parce que justement il remplaçait un joueur américain et en fait tout de suite il a été intégré et eu des responsabilités très très vite. Où il a été bon d'ailleurs, hein. Il a fait quelques gros matchs, notamment un match que j'avais été voir du côté du Colisée de Chalon-sur-Saône, où dans une défaite en prolongation, il avait vraiment tenu le SQBB à bout de bras dans un match où globalement tous ses coéquipiers avaient été assez horribles, en tout cas offensivement. Et après, c'est quelqu'un qui a connu énormément de contexte en moins d'un an, parce que comme on l'a dit, il a fait les équipes de France jeunes, il a fait aussi la prépa pour les JO. C'est un garçon qui n'a pas arrêté en fait. Après, a été aussi convoqué en équipe de France, qui a fait 2 matchs, je crois, et qui a eu un planning très très chargé, ce qu'il a un peu payé tout au long de la saison parce qu'il a eu un mois de novembre extrêmement compliqué où Julien Mahé a dû le bencher, notamment parce que en fait le garçon semblait complètement cramé à ce moment-là. Avec Julien Mahé, de toute façon, c'était un coaching entre guillemets à la dure, à savoir que s'il faisait pas ce qu'on lui demandait, grosso modo, il était benché comme n'importe quel joueur. Il n'y avait pas de passe droit. À noter aussi que je trouvais, et ça on avait déjà parlé en off avec Manu, que en BCL, c'était encore un autre joueur qu'en Betclic Elite où il semblait encore plus à l'aise avec plus de manœuvres, en fait, de possibilités de manœuvrer, alors qu'il était un peu plus scolaire en Betclic Elite. Il a notamment quand même fait des bons matchs contre Paris Basket, que Saint-Quentin a réussi à battre 2 fois sur la saison, ce qui est quand même un petit exploit vu la différence de niveau sur le papier, en tout cas entre les deux équipes. Une saison grosso modo avec des contextes très différents dans le sens où l'année dernière quand il est arrivé c'était vraiment une équipe basée sur la défense et là avec un effectif qui se tournait autour aussi de l'ancien NBA Jerome Robinson, c'était une équipe vraiment beaucoup plus tournée vers l'attaque où la défense a été beaucoup plus aléatoire tout au long de la saison, ce
qui n'a pas permis justement au SQBB de se qualifier pour les playoffs comme l'année d'avant. Voilà un petit peu pour le contexte du SQBB sur son année civile, j'ai envie de dire, son bout de saison l'année dernière et sa saison entière de cette année. Manu, je vais me tourner vers toi. Qu'est-ce qui en fait un prospect NBA, Nolan Traoré? Pour moi, ce qui en fait un prospect de premier ordre, c'est sa capacité à attaquer le panier. Ce côté slasher est très important dans son jeu et il est vraiment bon là-dedans. Il a cette capacité qui est assez rare, il a la double accélération. Donc il fait son premier pas et dans ce premier pas, il arrive encore à accélérer, mettre son vis-à-vis hors de portée pour aller après terminer au panier. Même si bon, dans cet aspect-là, il y a des choses à redire. Mais globalement, ce côté-là slasher que moi j'apprécie beaucoup et c'est là-dessus où il marque l'essentiel de ses points, que ce soit en N1 avec le Pôle France ou après avec le SQBB ou avec les équipes de France, enfin l'équipe de France. Il sait qu'il est bon là-dedans, il sait que c'est son gros point fort, il sait l'utiliser à bon escient, il peut y aller tout seul, il peut y aller avec l'aide d'un écran quand c'est possible. Donc voilà, cette diversité dans ce côté slasher que pour moi on fait un prospect NBA. Ouais, Lucas, même question. Pour moi, ce qui en fait un prospect NBA, c'est plus son playmaking, sa capacité de jouer en pick and roll. C'est une qualité qui est dans sa cuvée, en tout cas, qui est vraiment remarquable. Les seuls joueurs qu'on pourrait comparer à ce niveau-là, c'est Kasparas. Donc, je pense que vraiment son golden ticket, c'est ça, c'est son jeu en pick and roll, son playmaking, sa vision de jeu, ses qualités de passe et les progrès qu'il a fait dans le fait de prendre plus soin du ballon, de faire moins de pertes de balles inutiles. C'est des choses qu'on a vu évoluer pas mal depuis qu'il est en pro. Effectivement, à noter que cette saison, avec une saison complète, le pivot n'a pas changé. C'était le grand pivot polonais Dominik Olejniczak, j'espère ne pas trop écorcher son nom, qui sort de sa meilleure saison en Betclic Elite. Et honnêtement, au ressenti, on a l'impression que à chaque fois, les passes qu'il avait, c'était quasiment que sur des passes de Nolan qui le trouvait extrêmement bien. C'était vraiment une relation qui marchait très très bien du côté du SQBB cette année. Messieurs, on va partir sur les choses à travailler. Manu. Je vais pas aller dans l'obvious qu'est la défense. Peut-être que Lucas en parlera, ou au pire on en Ouais, reparlera tout à l'heure. bien sûr. Pour moi, ce qui doit travailler, c'est ce côté leadership. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'était l'été dernier, où je m'attendais à ce que avec la France en U18, ils prennent son équipe en main, comme il l'a fait avec, par exemple, la NGT quelques semaines auparavant à Berlin, où on l'a vu notamment marquer 45 contre Barcelone. Et bah, je m'attendais à avoir une première option comme ça, en fait, avec l'équipe de France, et ce qu'il n'a pas du tout fait. Il a été plutôt en retrait. Alors, est-ce que la fatigue de tout ce qui s'est passé avant, donc sa saison, plus ce cheminement vers Saint-Quentin, plus la NGT, plus la prépa, plus plein de choses, ce manque de leadership, on le revoit durant sa saison, en fait. C'est pas quelqu'un qui va dire, allez, je prends le match en main, j'y vais. Je sais que l'équipe compte sur moi pour aller marquer des paniers ou pour donner des points, pour donner des passes. Je vais le faire. Je trouve qu'il y a des grosses carences dans ce leadership et notamment sur ce côté équipe de France où moi ça m'a vraiment marqué l'année dernière et je m'attendais à ce qu'avec le SQBB, avec une deuxième saison en Pro A, je m'attendais à ce que voilà ils reprennent un peu le lead comme ça s'était passé la fin de saison dernière en fait, où on l'a très bien vu. Tu as parlé du match contre l'Élan, il y a un autre match contre l'Asvel, je crois que c'était à domicile celui-ci, où c'est pareil, il prend le match en main, il doit en mettre 25, quelque chose comme ça. Et il y a plusieurs matchs comme ça sur cette fin de saison où on se dit, ok, ça peut être le leader d'une équipe. Et finalement, avec l'été et avec cette saison-là, c'est un aspect que moi j'ai très très rarement vu sur les matchs que j'ai pu regarder, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ou en Eurocup, ou en BCL, pardon. Bah, je trouvais justement qu'en BCL, il avait plus ce côté-là. J'ai notamment mémoire d'un match que j'ai vu en live contre Galatasaray, où clairement c'est lui le détonateur et on sent que c'est lui qui maîtrise le truc. Alors est-ce que après, je sais pas comment ça s'est passé la saison en interne, j'ai pas d'écho par rapport à ça, mais c'est vrai qu'en BCL d'une manière générale, je le trouvais bien plus impactant et bien plus
on a l'impression plus libre de le faire, alors qu'il était vraiment un côté vraiment beaucoup plus scolaire, presque du coup un peu frustrant sur beaucoup de matchs en Baltic et Elite, quoi. On a l'impression qu'il se focalisait plus sur ses défauts, à essayer de gommer ses défauts qu'à montrer ses qualités. J'ai eu parfois ce sentiment-là, en tout cas, tout au long de la saison. Euh, sur certains matchs. Après, sur certains matchs, d'autres où il a été très très bon, notamment les matchs contre Paris où il met 2 fois 20 points avec des très très bons pourcentages où il est vraiment très impactant. Donc c'est vrai que comme beaucoup de jeunes joueurs, il a soufflé un peu le chaud et le froid. Lucas, tu vas nous parler de la défense. Je me rappelle que l'année dernière, quand on parlait de Nikola Topic, on disait, et tu disais à juste titre, la formule m'avait fait sourire. Il sera pas connu pour sa défense. Est-ce que c'est un peu la même problématique avec Nolan Traoré? Et je pense qu'il pourrait être connu pour sa défense, mais pas de manière positive en tout cas. Ouais, non, c'est pas un joueur qui défensivement, même si je trouve que cette année il y a vraiment du progrès. Il y a beaucoup Ouais, je suis plus de d'accord. volonté, il y a une vraie volonté de récupérer des ballons, surtout quand son joueur n'a pas le ballon, tu sens vraiment qu'il y a de l'effort comparé à ce qu'on avait vu l'année dernière où il y avait vraiment, tu sentais des mauvaises habitudes défensives. Il y a la N1, il y a l'INSEP, il y a dominer, parce qu'il domine depuis qu'il est petit en réalité. Hmm. Et c'est ces mauvaises habitudes-là qui ont fait que défensivement, ça a jamais été une de ses priorités. Et c'est que depuis cette année où je le vois beaucoup plus volontaire, loin du ballon. Mais je trouve que défensivement, sur le ballon, pour moi, c'est encore très limité. Il y a beaucoup de matchs qui perdent en réalité à cause de ça. J'ai en mémoire là, un match l'année dernière contre l'Asvel où ils sont en Ouais, prolongation et les 3 dernières possessions, c'est Paris Lee qui l'attaque en 1 c'est contre ça, 1. Et exactement. j'ai souvent vu ce même mécanisme-là, donc c'est super limitant. Surtout si dès ce niveau-là, tu es déjà target et en NBA, ça va juste être, en réalité, ça va être super limitant. Parce que il rentre sur le terrain, bah tu passes la balle au joueur qui défend sur lui et il marque. Donc ouais, c'est pour moi c'est ça sa plus grosse limite, c'est sa plus grosse piste de travail. Son temps de jeu passera par là. Et en parlant de ça, de la défense, comme ça où tu parles qu'il était ciblé, il y a un truc justement qui m'a sauté aux yeux contre, t'en parlais, le match contre Paris. Moi j'étais allé Leaders Cup ce match-là. Mhm. On le voyait être un peu caché en défense. Ouais, Il prenait plus le porteur comme ça pouvait être le cas sur des matchs précédents. Mais il le mettait sur un ailier ou sur le joueur entre guillemets le plus faible et le moins dangereux dans le système présent pour justement qu'il soit pas ciblé comme ça H24 sur toutes les possessions parce que autrement ouais comme dit Lucas c'est quasiment 2 points en fait. ouais. Et moi, j'ai trouvé aussi qu'il y avait surtout un profil sur lequel il était vraiment encore plus en difficulté que sur les autres, c'était sur les petits meneurs. Et Dieu sait qu'il y en a en Baltic Elite, et je pense notamment au petit meneur de Nancy qui est passé par les Maine Celtics, c'était quoi, Clemens. Euh, et c'est un joueur qui lui a mis, je crois, au premier match, il lui met 32 points sur la tête, quoi. Enfin, vraiment, et on le sent complètement impuissant. Incapable aussi de baisser son centre de gravité. Et bizarrement, en BCL, avec des profils qui étaient, encore une fois, différents et un peu plus grands, etc., j'ai trouvé beaucoup moins négatif sur ça, sans dire qu'il était intéressant sur la défense collective. En tout cas, pas aussi ciblé entre guillemets. Vous trouvez que c'était quand même beaucoup mieux que ce que ça avait été, notamment en fin d'année dernière où effectivement j'ai encore les images effectivement de Paris Lee sur le match à l'Astrobal en fin d'année où effectivement il attaque systématiquement et systématiquement il prend des points. Donc ça c'est vrai que ça a été alors ça a été mieux, ça n'a pas été spectaculaire comme développement, mais ça a été quand même un poil mieux. Alors peut-être aussi qu'il y a aussi un côté dimension physique. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que dans sa jeunesse, il n'a jamais eu besoin non plus de défendre. C'est peut-être aussi quelque chose de très nouveau pour lui euh, et qu'il doit appréhender. Messieurs, on va passer tout de suite au shade off. À qui peut vous faire penser? T'avais lâché le nom il y a quelques temps en off, c'est Denis Schroeder.
Et Ouais. je trouve en fait que tu avais tapé dans le mille. Qu'on peut avoir ce joueur-là à terme, ce meneur ultra rapide, ce côté slasher, comme je disais tout à l'heure, et capable d'apporter des points quand il le faut. Il lui manque ce côté leadership qu'a Dennis Schroeder, notamment avec l'Allemagne, où Mm. voilà, en FIBA, il est juste incroyable. Il a moins ce côté-là en NBA, il a pas du tout le même rôle. Mais c'est un joueur, enfin c'est une comparaison que avec le temps, je me dis ouais, en fait ça colle assez bien aux joueurs. Luca? Moi, je suis pas vraiment d'accord avec vous, les gars, parce que quand même, Dennis Schroeder, il peut finir au cercle à n'importe quel niveau, et je suis pas sûr que Dennis Schroeder il aura des difficultés à finir au cercle en Pro A. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas encore parlé, mais cette année, il y a eu des vrais manques de finition au cercle, surtout face aux protecteurs de cercle comme Kivarius Hayes ou les protecteurs ou les genres de joueurs qui sont connus pour leur protection de cercle. Il y a eu des vraies lacunes. Donc est-ce que en NBA il peut être considéré slasher? Je suis pas vraiment sûr. Moi, j'irais plus sur n'importe quel pocket guard qui est capable de passer la balle, qui a un bon jeu pick and roll, mais qui défensivement c'est compliqué et qui a parfois des lacunes au niveau de la finition au cercle. Même si là, comme l'a dit Manu, il a un vrai stop and go, ça lui permettra de finir au cercle, de faire la différence. Mais par exemple, Dennis Schroeder est capable de finir face à un grand, alors que Nolan a encore beaucoup plus de mal, je trouve, que s'il fait pas la différence au préalable, quand il arrive face au cercle, face à un grand, il a un peu plus de mal, je trouve. Donc, mais oui, après, c'est un très bon finisseur au cercle, etc. Il est capable de le faire. Mais de là à être considéré comme slasher et être comparé à un joueur qui a fait toute sa carrière là-dessus, je suis pas sûr. J'ai un peu du mal à trouver une comparaison là dans l'instant, mais ouais, je suis pas vraiment d'accord avec la comparaison. Après, c'est plus sur sa capacité à mettre de la pression sur le cercle, euh, que je trouve assez intéressante. Après, oui, dans la finition, il y a pas tout. Certains vont dire aussi qu'il est surtout main droite, ce qui n'est pas entièrement faux. Voilà, enfin, je pense qu'il faut prendre aussi avec Denis Schroeder au même âge. C'est plus par rapport à ça, il ne faut pas prendre par rapport à Denis Schroeder maintenant, en fait, ou Denis Schroeder avec la National Mannschaft, où là, forcément, c'est un joueur d'un autre niveau, on est entièrement d'accord. C'est plus en ça, dans les shade off, c'est des traits d'eux. C'est pas, on dit pas du tout que c'est le même joueur, hein. On va passer du coup sur projection. Où est-ce que vous l'avez dans vos boards, messieurs, et à quel moment il risque de partir à la fin du mois? Sortez la boule de cristal et dites-moi tout. Je l'ai encore assez haut, je pense que ça va bouger, mais j'attends un peu les dernières décisions là, des internationaux. Mais pour l'instant je l'ai 11, mais je pense que sur la draft, il va être entre 20 et 30. Ouais, Luca? Dites-moi si j'ai tort, mais les Miami Heat ont le pick 20, c'est ça? Oui, monsieur. Et bah Ouais. voilà, je sors la boule de cristal et il partira au pick 20. Ok, très bien. J'aime bien les takes franches comme ça. Comme ça, on pourra te taguer si c'est avéré le soir de la draft en disant on vous l'avait dit. On va passer maintenant à la fameuse maintenant échelle de croyance. À quel point vous y croyez ou pas sur un Nolan Traoré qui fait une carrière en NBA, sachant que les derniers gardes qui sont français, qui sont partis en NBA, ça n'a pas été une réussite monumentale. Je pense notamment à Kylian Hayes, je pense notamment à Théo Malédon. Euh, Est-ce qu'il a un peu plus d'arguments ou ça peut être un petit peu le même genre de trajectoire? Je vous écoute, messieurs. Moi, je me mettrais un bon 6, 5,5, 6. Ouais, Moi, la défense, pour moi, c'est vraiment ce qui me retient. Je le vois mal progresser énormément dans cet aspect-là du jeu, suffisamment pour pouvoir rattraper son niveau actuel. Donc, c'est ça vraiment qui me tire vers le bas et le tir également, même si là, les 10 derniers matchs, il a quand même confirmé, il a 43% à 3 points. Mais il y a quand même un manque de consistance qui me font me questionner. Donc ouais, ce serait plus la défense qui me tire vers le 5 que vers le 6. ça marche. Manu? Ouais, je suis sur la même ligne que Luca pour les mêmes choses. La défense peut être rédhibitoire en fait pour lui. Par contre, contrairement à Luca, je suis pas trop chaud sur le tir.
Même s'il a montré un peu d'amélioration, je trouve que c'est encore trop faible. Si c'est faible en FIBA, à cette ligne-là, va falloir qu'il s'adapte à une ligne encore plus loin. Donc je pense que ça va prendre pas mal de temps. Et les pourcentages au lancer franc sont pas incroyables non plus. Je suis en train de chercher, je les ai pas sous les yeux. 71% cette année. Enfin, de toute façon, tous les Français dont on a parlé, c'est à peu près les mêmes pourcentages et à 3 points au lancer franc, grosso modo. C'est dans les mêmes eaux à chaque fois. C'est une trentaine de pourcents et c'est dans les 70. Ça va jamais au-dessus de 75 au lancer franc. Donc, pareil, une note entre 5 et 6 du coup, Ouais, parce sur qu'il y a, l'échelle de il y a- il y a croyance. quand même des choses qui sont, on va dire, orange. Ok. Est-ce que on a des choses à compléter? Moi, par exemple, j'ai une petite info qui a été révélée par la nouvelle. C'est-à-dire qu'en début de saison, il y a le backup meneur du SQBB, le Kabuko, qui se blesse et Enzo Gudusina qui signe pour une pige de base. Et apparemment, il prolonge son aventure avant de partir du côté de l'Espagne, mais il prolonge son aventure avec l'USQBB. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que lui, il dit en tout cas, Enzo Gudusina, que c'est Nohan Traoré qui lui a dit bah si, il faut que tu signes, on a beaucoup de matchs et donc ce serait bien pour l'équipe que tu restes. C'est assez étonnant parce que c'est un joueur qui est très très peu, enfin, qui sur le terrain en tout cas semble très peu vocal. Tu l'as dit, ce manque de leadership, ça passe aussi par là, ce qui peut être un petit problème pour notamment un point guard. C'est un joueur qui reste toujours très très neutre lors de ses matchs, en tout cas, qui ne laisse rien paraître, que ce soit dans les bons comme dans les mauvais d'ailleurs. On a l'impression il y a un côté très impassible chez Nolan Traoré, en tout cas dans ce qu'il exprime. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter comme ça qui pourraient un petit peu nous aider, nous aiguiller? De mon côté, j'ai pas grand-chose à rajouter. Idem. Ok. Eh ben messieurs, ainsi va se terminer ce pod sur Nolan Traoré, que l'on retrouvera certainement à la fin du mois, le soir de la draft. N'oubliez pas de liker, de partager, de faire connaître le pod si le pod vous plaît, bien évidemment, d'aller écouter les pods sur les rôles avec Julien qui fait ça. C'est très intéressant, allez checker ça si c'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite. C'est la dernière ligne droite, donc là, on va pas mal carburer sur les derniers profils qui nous restent à faire. Prenez soin de vous, c'est important. Et on se dit à très bientôt. On vous embrasse. Bye bye.